Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et coach. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui s'adresse aux femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur relation avec la nourriture, sortir des injonctions de la culture des régimes et ne plus se sentir seule avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreuses à nous retrouver prises au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Un jour, je me réveille, on est en 2017, je me regarde dans le miroir et là je suis choquée, je me dis qui est cette personne et je me vois en surpoids et tout ça. C'est pas moi, pas défiguré mais c'est une autre personne, c'est pas moi. Un jour je suis devenue, j'ai eu cette apparence-là, j'étais en surpoids parce que j'ai commencé bien avant à me dire mais en fait je dois perdre du poids. La lutte, vous l'avez essayé. Vous écoutez le podcast, c'est que vous avez trop essayé, vous avez besoin d'autres choses. Et c'est pour ça que du coup, j'encourage à tenter la méthode de l'approche de bienveillance. Je le fais parce que je m'aime, je le fais pour moi et dans cet esprit-là. Ouais. Aimez-vous, aimez votre corps et aimez cette partie qui est un peu obsessionnelle sur la nourriture. Aimez-vous, aimez-la, comprenez-la, acceptez-la. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La pleine conscience du pouvoir. Aujourd'hui, je vous propose de faire la connaissance de Claudia. À 25 ans, Claudia a fait un sacré bout de chemin dans sa relation avec la nourriture et plus particulièrement depuis 2017, date à laquelle, vous le verrez, elle a eu une sacrée prise de conscience. Elle est passée d'un état d'esprit, le plaisir avant tout et la tristesse des repas santé, à une identité de femme qui peut reconnecter ses sensations de faim, de satiété et travailler sur toutes les croyances qu'elle avait jusqu'alors. Elle a pu remettre la nourriture à sa juste place et trouver du plaisir ailleurs, en particulier dans son nouveau travail. Parce qu'avant, ce plaisir, il était plutôt apporté à 80% par la nourriture. Elle s'est également reconnectée à ses sensations corporelles, reliant, entre autres, grâce au sport, son corps à son esprit. C'est un travail de coaching sur la relation avec la nourriture qui a donné à Claudia accès à bien plus. Et ce travail de fourmi se poursuit, nous montrant qu'un processus de changement pérenne prend du temps. Je vous laisse découvrir le cheminement de Claudia. Bonjour Claudia, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast pour que tu viennes partager avec nous ton rapport dans ta relation avec l'alimentation. Mais avant ça, est-ce que tu veux bien te présenter à nous ? Oui, bien sûr. Alors du coup, moi je suis Claudia Meloni, j'ai 25 ans et alors ça c'est un peu la présentation classique, voilà. Et mon métier, du coup, je suis coach certifié, coach de vie et je suis rentrée un petit peu dans ce métier. C'est vrai que c'est pas un métier qui est forcément le plus recommandé et qui est le premier auquel on pense quand on fait ses études, mais en fait c'était justement par la relation à la nourriture qui a été ma deuxième porte d'entrée au coaching et plutôt au dev perso de façon générale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, plus tellement sur la nourriture en particulier, mais ça a tellement changé ma vie que de me faire coacher et de comprendre comment l'être humain fonctionne, pensée, émotion, tout ça, que c'est quelque chose que je vais apporter autour de moi. Ce que tu veux dire, c'est que c'est en travaillant sur cette relation justement avec ton alimentation que tu as pu ouvrir quelque chose de plus large et découvrir ton métier d'aujourd'hui. Ouais, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que j'ai toujours été plus ou moins dans le dev perso. Mes parents sont assez branchés. Ça. Alors pour moi, il y a comme deux niveaux. Mes parents étaient très lire des livres, par exemple les 4 accords Toltec, les 5 blessures de Lise Bourbeau. Voilà, les livres assez connus et tout. Donc il y en a toujours eu chez moi. Donc ça, c'était super. Et c'est vrai que tout en grandissant, moi, j'ai toujours cette porte de sortie. Je sais que souvent, je me confie à mes parents par rapport à ça. Et le jour où je me rends compte qu'il y a un problème avec ma relation à la nourriture, je re-rentre dans le dev perso pour comprendre qu'est-ce qui se passe. J'ai tout de suite compris que c'est pas une question de diététicienne, nutritionniste et de qu'est-ce qu'il faut manger, comment, pourquoi. J'ai compris qu'il y avait un truc là-haut, on va dire, au niveau du ciblot. Mais alors, quoi, qu'est-ce, comment, là, c'était la question. Donc, c'est comme ça que je re-rentre, c'est comme ça que je le dis dans le dev perso et plus précisément le coaching. Ok. Du coup, est-ce que tu veux nous en dire plus alors sur cette relation et sur l'historique, entre guillemets, de cette relation avec l'alimentation ?
Alors du coup, moi, un jour, je me réveille, on est en 2017, je me regarde dans le miroir et là, je suis choquée, je me dis qui est cette personne et je me vois voilà, en surpoids et tout ça. Et en fait, je m'étais pas vraiment rendu compte physiquement que j'avais à ce point changé parce que j'adorais me maquiller, j'adorais bien m'habiller et tout ça et je me cachais, je pense, et de moi-même et des autres dans des vêtements, ma façon de m'habiller, etc., de maquiller et tout, ce qui fait que ça se voyait. Alors ça se voyait que j'étais un peu enrobée, quoi, mais c'était pas, oh mon Dieu, quand j'ai dit aux gens que j'étais médicalement en surpoids, dans la courbe et tout ça, vraiment avancé, on me dit non mais non, t'exagères, t'as quelques kilos en plus trop, et encore, mais parce que je cachais ça vraiment très très bien, et d'ailleurs même à moi-même. Même pareil, quand je me lavais, quand je m'habillais, je me regardais pas, je me touchais le moins possible et tout ça. Et un jour, je me dis, je me rends compte que tous les soirs, c'est une catastrophe au moment du repas, parce que voilà, avec mon conjoint, je prépare à manger, etc. Un repas classique, féculent, enfin tout ce qu'on nous a appris, légumes et tout, enfin rien de compliqué. Mais au moment de manger ça, c'est le drame, la déprime, mais comme une punition. Je comprends pas pourquoi, alors que tout le monde autour de moi, oui, c'est le repas, on s'en fout. Mais moi, au moment de manger ces haricots verts, moi c'est, je suis super triste, je comprends pas pourquoi. Et du coup, les 3/4 du temps, je mange ce qu'il faut manger parce qu'il faut le manger, c'est des bons trucs. Et à côté de ça, je mange des trucs qui me font plaisir. Le sucre, évidemment, mais moi c'était surtout beaucoup le gras. Des burgers, des frites, tout ce qui est plus fast-food et tout ça que je commandais après. En plus, à l'époque, j'habitais sur Paris, donc super facile de se faire livrer la nourriture à toute heure, quoi. Donc, moi, c'était un truc, voilà, je tombais là beaucoup là-dedans. Et un jour, je fais le lien, je me dis, mais ça doit se voir là sur mon corps, c'est pas possible. Et je me regarde, et voilà, on est en 2017, je crois que c'était en avril, et je comprends pas ce qui se passe. Enfin, je me trouve comme, c'est pas moi, pas défigurée, mais c'est une autre personne, c'est pas moi. Et là, je commence à chercher, ok, je comprends que c'est pas une histoire de diététicienne, nutritionniste et tout. Je me dis, ok, je sais qu'il faut manger et tout, c'est plus fort que moi, je le sens. Donc, je cherchais niveau psy, je comprenais bien que c'était forcément de ce côté-là, du coup. Et je cherche des psychologues spécialisés dans la relation à la nourriture sur Paris. Alors, sans pouvoir dire si j'avais des TCA ou pas, avec le recul, je ne pense pas. Boulimie, alors hyperphagie, je pense j'en faisais. Boulimie, sincèrement, je ne pense pas. Et je pense qu'il m'a sauvée parce que je voyais que je grossissais et moi aussi je voulais maigrir et tout. Mais ce qui m'a sauvée de tomber dans l'anorexie, je pense, a toujours été l'hémétophobie parce que je suis hémétophobe, j'ai la phobie de tout ce qui est relatif au vomi et tout ça. Donc, effectivement, je ne me faisais pas vomir et donc effectivement, j'avais peur de détraquer tout ce côté-là. Même laxatif et tout ça, j'ai jamais vraiment pensé. Donc, ça m'a sauvée de pas tomber dans l'anorexie. Mais j'étais prête à tout pour changer ce corps et surtout dans mon esprit la charge mentale c'était horrible. Et donc je cherche des psys sur Paris, TCA et tout ça, mais j'étais en études et c'était quelques mois avant que je change encore de ville parce que en études je fais une école de commerce donc je changeais tous les 6 mois de ville. Je me dis ça sert à rien que j'entame un travail avec quelqu'un sur Paris et je vais pas pouvoir continuer le travail. En plus à l'époque ça se faisait pas trop les visios comme il y a pas encore eu le Covid et tout ça, fallait vraiment s'y rendre à chaque fois. Je me dis tant pis. Et entre-temps, je suivais donc Esther qui, depuis un moment maintenant, qui entre-temps, pendant que je la suivais, avait changé un peu de bord, de coaching et tout ça. Enfin, elle était passée plus au coaching dans ses contenus. Et ça m'intéressait parce que, voilà, comme je disais, ça m'a toujours beaucoup intéressé le dev perso, Eckhart Tolle, 5 blessures et tout. Et donc, elle s'intéressait à ça et ça me plaisait de l'écouter. Et elle commence aussi à ce moment-là à parler de la nourriture, à son rapport à la nourriture et du fait que, voilà, elle a perdu du poids et a baissé son brouhaha avec le coaching, en tout cas, ce qu'elle appelait pas vraiment le coaching, mais le dev perso, comprendre ses pensées par le cerveau, en fait. Et là, je me dis, mais c'est exactement ce que je cherche. Et donc, je la contacte comme ça, de zéro. Je me dis, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait comme programme. Je connaissais globalement rien. Et après coup, longtemps après, je comprends que j'ai de la chance parce que Esther et les emails, ce qui est administratif, ça lui fait très peur. Et j'ai eu de la chance qu'elle tombe sur mon email et qu'elle y réponde. Parce que plus tard, pour avoir travaillé avec elle, il y a plein de mails qui étaient passés à la trappe, effectivement. Mais le destin ou quelque chose a fait que, voilà, je suis rentrée un peu dans ça. Elle m'a coachée là-dessus. Et là, je me rends compte qu'en fait, je mange mes émotions et que je mange pas parce que j'ai faim. Alors, niveau sensation physique, j'en étais au point où j'avais ni jamais faim, ni jamais la satiété, rien. Avoir faim, des fois, il y a longtemps, il y a des années, quand j'étais enfant, j'avais eu le ventre qui gargouillait parfois, parce que voilà. Oui, des fois en études à 11h, j'avais le ventre qui gargouillait, mais je pense que c'était plus un appel au sucre, parce que effectivement, le matin, quand je mange des céréales, le petit déjeuner classique d'un enfant, super sucré, niveau indice glycémique et tout, une fois que le pic descend, je pense que c'est vers 11h,
là ça fait un creux. Donc là je connaissais un petit peu l'idée, mais la vraie faim, juste j'ai faim et j'ai besoin de manger, je suis attirée par les choses saines pour mon corps, alors ça c'était inconnu. Satiété pareil, même si après coup je me rends compte qu'en fait je la ressens, mais c'est très très léger comme sensation. Et la satiété de toute façon c'est moins fort en termes de ressenti, mais elle est là, et je la zappe complètement, parce que l'angoisse de manger des légumes ou de rentrer, de me coucher et d'avoir une soirée comme ça sans plaisir, c'était pas possible, quoi. Voilà. Ouais, là t'as vraiment pris conscience de la différence entre cette alimentation plaisir mais aussi émotionnelle, du coup, d'utiliser ça et le côté se nourrir, mais qui était assez triste, j'ai l'impression. C'est ça, quand tu dis je me trouvais devant mon assiette et j'avais envie de pleurer, il y avait quelque chose de triste en fait. Ouais, parce que je voyais bien, en fait c'était bizarre, parce que je voyais bien que mon comportement et ma charge mentale niveau nourriture était pas normale, ça je le voyais, mais en même temps c'était tellement banalisé de dire ce soir, enfin n'importe qui, même les personnes naturellement minces et qui que ce soit dans la rue, dire ah oui moi aussi ça me dit bien une pizza, oui ça me dit bien de manger un gâteau, tout ça, sans que ce soit des quantités folles, ou sans que ce soit au point que ce soit tous les soirs. Sinon c'était vraiment partie de mes besoins. S'il n'y avait pas ça, je ne fonctionnais pas bien, j'étais dans un désarroi total. Et donc c'est vrai que c'est assez commun d'entendre les gens dire bah oui moi je préfère une pizza que des haricots verts. Ça on s'entendait tous là-dessus. Mais moi il y avait un autre niveau, c'est-à-dire que s'il y a des haricots verts, c'est pas oh c'est chiant ce soir, bah c'est dommage, c'est la catastrophe. C'était vraiment j'ai plongé dans des émotions voilà, c'était dépression, je sais pas comment expliquer, mais je me sentais désarroi, gros désarroi, voilà. Ouais, ça prenait des proportions. Hein, c'est ça que tu dis. C'est ça, exactement. Ouais. Et moi, je reste avec ce que tu nous expliques de ce jour où tu t'es vue, où tu t'es plus reconnue dans la glace, en fait, qu'il y a eu comme une espèce de choc, en fait, ce jour-là. C'est ça, hein ? C'est ça. Ouais. C'est-à-dire que mon alimentation, je voyais bien qu'il y avait une obsession ou des proportions pas possibles qui se prenaient dans ma tête, mon alimentation, ce que j'allais manger. Et ça m'a un petit peu alertée sur le fait que mon corps, tout ça, et un jour j'ai ouvert les yeux et effectivement je me suis pas globalement pas reconnue, et c'était déjà là mais je le voyais pas, quoi. J'avais comme occulté cette partie-là pour pouvoir manger tout ce que je voulais le soir, voilà. Oui, parce que tu dis que du coup en même temps quand tu te lavais ou quoi, tu te regardais pas trop, tu touchais pas trop ton corps, il y avait comme une espèce de... Comment dire ça ? J'allais dire négation du corps. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais de corps qui n'existe pas, en fait. Et ce que tu peux analyser maintenant, ou ce que tu as analysé au fur et à mesure de ce travail-là, c'est que finalement, c'était la stratégie que ton esprit avait trouvée pour pouvoir continuer à rester dans ce plaisir, parce qu'il y avait une part de toi qui pensait peut-être que c'était pas correct ou qu'il fallait pas, et une autre part de toi qui pouvait pas s'empêcher, comme une espèce de double... Exactement. Ouais. C'est ça. Et alors, la négation du corps, elle est aussi parce que du coup, effectivement, ni je me regardais, ni je me touchais, etc. Mais dans notre niveau, j'avais aucune connexion entre ma tête, l'interprétation de mes pensées et tout ça, et mon corps. J'en parlais, satiété, faim, sensations émotionnelles, pareil, la douleur, tout ça. Je sais pas, moi, peut-être que je pouvais des fois me faire très très mal et sentir très peu, parce que je pense que j'avais coupé mon esprit de mon corps, parce que j'avais compris que ça, souvent, pas tout le temps, mais parfois ça pouvait être synonyme de souffrance. Quand on se faisait mal, ou quand on était triste et tout ça, c'est des émotions, c'est dans le corps, hein. Et du coup ça, je m'étais coupée, et aussi de tout ce qui est à côté, la douleur, pareil, la fatigue, je n'avais aucune idée quand j'étais fatiguée, jamais, sauf quand je tombais de fatigue. Bon, ça voilà, mais je pouvais pas dire ah tiens, je suis un peu fatiguée ce soir. Des fois en sortant d'un restaurant, ah vous êtes pas fatiguée? Mais quoi, c'est soit je tombe de fatigue, soit ça va toujours, alors que pas du tout, normalement c'est graduel. La fatigue, et aussi il y avait aussi l'envie de faire pipi. Je n'avais jamais envie de faire pipi, jamais. J'y allais très très peu dans la journée, parce que pas connectée à mon corps, pas envie de faire pipi, tout ça c'était lié, quoi. C'est assez impressionnant. Ah ouais, je trouve ça super intéressant, cette relation que tu fais, parce que finalement, ce que tu dis, c'est que ça gagnait tous tes besoins physiologiques, en fait. Exactement. Ouais. C'est assez Tu vois, c'est marrant parce que j'avais jamais fait le rapprochement. Parce que pourtant, je parle assez souvent de l'envie de faire pipi qui peut être plus naturelle que l'envie de manger, tu vois. Mais du coup, ce que j'entends aujourd'hui dans ce que tu nous partages, c'est que ça peut même gagner toutes les fonctions physiologiques, en fait. C'est ça. Donc je le ressentais, des fois quand j'étais très très fatiguée ou très très envie de faire pipi, mais c'était vraiment au dernier moment. C'est-à-dire que c'était au point où je pouvais plus attendre, voilà. Et j'avais pas les petites sensations qu'on a avant. Et aussi, d'ailleurs, souvent à mes coachés, c'est ce que je dis, je parle des émotions mais tout ça, et je parle de la maladie. Alors je me rappelle jamais de ce nom, mais c'est une maladie qui te coupe de la douleur.
de toutes les douleurs. C'est très grave parce que peut-être qu'on peut se brûler la main, voilà, c'est super grave. Et du coup, c'est assez proche de ce que je vivais à moindre mesure, dans le sens où j'étais coupée de toute sensation. Et sur le coup, ça peut paraître une solution de libération quand on souffre et tout ça. Mais en fait, c'est très, très, très grave et compliqué parce qu'on n'a plus jamais accès à j'ai besoin de quoi et je dois faire quoi. Enfin, notre corps, c'est notre tête et notre corps en même temps. Et il y a besoin pour analyser ce qui nous arrive, d'interpréter les 5 sens. Et les sens, ça passe notamment, surtout par le corps, quoi. C'est ça. Et oui. Et du coup, alors, si tu veux bien nous partager ce parcours de reconnexion, alors, qu'est-ce qui t'a aidé à reconnecter tout ça et à retrouver toutes ces sensations physiques ? Alors déjà, c'est en me rendant compte que la raison qui faisait que je mangeais, c'était mes émotions, et pas quelque chose qui je ne comprends pas pourquoi c'est plus fort que moi. C'était les émotions, faire le lien aussi avec les pensées, que les émotions, quand j'ai compris qu'en fait elles provenaient de ce que je pensais d'une situation, de mon avis sur quelque chose, alors là ça a été mais ah bon pourquoi on m'a pas dit ça il y a 15 ans quoi. Donc ça a été génial et du coup déjà premier travail ça a été de conscientiser, de me voir faire. Parce que comme j'étais complètement coupée, le premier travail, ça a été de me voir manger. Pas déjà dans un premier temps arrêter quoi que ce soit, mais être plus dans l'acceptation de me dire, ah ok, là, je mange par compulsion. Ah ok, là, je me regarde dans le miroir et je me déteste. Ok. Vraiment de prendre conscience de tous ces moments dans la journée. Ça, c'est l'énorme première étape. Ouais, toute l'observation. Et ensuite, pouvoir agir dessus, quoi. Mais sinon, c'est l'observation, exactement. C'est ça. Ouais, moi, il me semble que c'est une étape vraiment fondamentale, d'être déjà dans la prise de conscience de ce qui est, en fait. Ouais. C'est ça. Parce qu'on a tendance à vouloir être aveugle et on veut pas voir parce que déjà ça fait souffrir la situation en soi, se voir manger autant, voilà. Donc on veut se déconnecter, d'où le fait de manger après ces cercles vicieux et aussi de son corps potentiellement des fois qui ne nous plaît pas, qui fait qu'on fait ou pas les choses par rapport à notre corps. Même dans la partie ok, je veux perdre du poids, donc je mange pas ça, un peu je me punis parce que j'aime pas mon corps, ben voilà, t'as bien fait de pas manger ces haricots verts. Moi c'est un truc que j'ai vécu aussi bien avant, un peu moins, je me suis plus vue manger trop que manger pas assez, mais je me suis rendu compte plus tard qu'en fait un jour je suis devenue j'ai eu cette apparence là, j'étais en surpoids parce que j'ai commencé bien avant à me dire mais en fait je dois perdre du poids, c'est-à-dire que je retrouve des photos du lycée où je suis juste normale. Et sur ces photos, je me dis, je me rappelle que je me trouvais un peu trop grosse. Et j'avais commencé à me dire, faut faire un petit peu attention par-ci par-là. Et donc, c'est devenu réalité parce que quelques années après, en études supérieures, là, j'étais en surpoids médicalement. Voilà, c'est surtout pour ça. Ouais. Oui, et d'ailleurs, tu vois, du coup, je retourne un petit peu en arrière, mais par rapport à la genèse de tout ça, en fait, tu retrouves des traces même dans ton adolescence, ou en tout cas quand tu étais lycéenne, ou peut-être même avant, du coup. C'est ça. Je pense que aussi l'éducation qu'on a, et enfin, je pense que tout ça, c'est lié, je pense même depuis l'enfance. J'ai réussi à réaliser il y a pas très longtemps que pourquoi, là, tout à l'heure, je te disais, oui, dès qu'il y avait des haricots verts, c'était la dépression. Enfin, j'étais très, très triste. J'ai souvenir de repas avec mes parents. On est tous les trois. Moi, j'étais fille unique avant que mon demi-frère naisse quand j'avais 12 ans, mais j'étais fille unique. Et donc, on était tous les trois. C'était pas longtemps avant que mes parents se séparent. Donc, je pense qu'il devait y avoir une ambiance un peu tendue à la maison, même si, il y a jamais eu une querelle et tout ça. Mais forcément, quand deux parents se séparent, c'est pas la joie, c'est pas l'amour et tout. Et donc, j'ai souvenir de ces repas dans cette petite cuisine froide avec la table en pierre et ma mère elle avait fait des légumes, un pot-au-feu, je sais pas quoi, donc tout à fait neutre, mais moi j'ai assimilé là il y a une ambiance froide et pas super top entre nous trois, il y a des légumes, enfin je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là qui fait que quand on me sert ce même plat, je me replonge alors dans d'autres mesures parce que je suis adulte et j'ai du recul là-dessus, mais je me dis je comprends pas, alors que je connais des gens qui adorent ça et je comprends pourquoi ça peut être bon parce qu'il peut y avoir des super bons légumes et une bonne sauce, donc je comprends. Mais pour moi c'est pas possible parce qu'elle me rappelle vraiment des choses ancrées de tristesse, de sécurité émotionnelle très très basse. Voilà, c'est surtout ça en fait. Et manger des trucs qui sont sucré ou gras, sécurité émotionnelle haute. Alors, pas forcément, mais j'avais comme ça que je l'avais retenu. Ouais, c'est ce que tu racontes là de cette scène dans la cuisine, moi j'ai l'impression d'y être, quoi. Et c'est presque la Madeleine de Proust à l'envers, en fait. C'est le souvenir d'une émotion difficile qui s'agglomère avec un aliment ou un type d'aliment ou un plat, en fait. C'est incroyable. Et avec, à côté de ça, d'autres souvenirs plus réconfortants avec des aliments gras ou sucrés ou les deux,
Ou peut-être tu as des souvenirs là aussi du coup de ces aliments-là dans ton enfance ou dans ton adolescence? Ouais, un petit peu. Bah forcément, c'est l'éducation n'aide pas parce que alors bon, j'ai pas vécu ça moi-même, mais il y avait toujours ce truc de féliciter avec la nourriture. Parfois, on voit même des dentistes qui disent ah t'as été sage, une petite sucette, alors que c'est un dentiste. Je sais pas, moi ça me bon voilà, pourquoi pas. J'espère que ça va s'arrêter, mais voilà. Mais c'est vrai que je sais que par exemple le mercredi après-midi, quand il y avait pas école ou le samedi, j'étais chez mes grands-parents et ma grand-mère c'était tartine de Nutella ou crêpe au Nutella, mais c'est ancré, c'est normal en tant qu'enfant, voilà. Mais donc c'était la fête, youpi, mercredi après-midi chez ma grand-mère et tout ça. Donc crêpe au Nutella, tout ça c'était relié. Et la semaine avec papa, maman et moi, un peu ambiance froide et les légumes vapeur et tout. Enfin c'était vraiment lié à ça. Et même plus tard, après des fois le vendredi, voilà ma mère aujourd'hui j'ai pas envie de cuisiner, etc. On prend un truc vite fait à emporter. Encore une fois c'est un peu festif. C'est vraiment ancré comme ça quoi. Ouais, c'est ça. La joie avec le Nutella, je vais dire ça comme ça, et la tristesse avec le pot-au-feu, quoi. Et du coup, exactement. Si on simplifie le truc à l'extrême, quoi. Ouais. Exactement. Et oui. Ok, du coup, si alors on est reparti dans le passé, là, donc si on réavance dans l'avenir après, dans la suite, donc tu disais que petit à petit, il a fallu déjà passer par cette étape d'observation, en fait, et de pouvoir te rendre compte de la façon dont tu fonctionnais, et avant de pouvoir changer quoi que ce soit, hein, c'était là qu'on en était. Oui, déjà, c'est la première étape, voilà, conscientiser, ouvrir les yeux, être en position méta de moi-même et me voir faire, voilà, on est des êtres humains, on a la chance de pouvoir faire ça, donc ça a été la toute première étape. Et ensuite, identifier les moments, prendre ce qu'on appelle les tampons émotionnels, les moments où j'utilise la nourriture pour combler, pour ressentir des émotions agréables et pas parce que j'avais faim ou autre. Donc, utiliser à chaque situation comme ça que je pouvais repérer et attraper au vol, même après coup d'ailleurs, me dire ok, qu'est-ce qui s'est passé, vraiment comprendre à ce moment-là individuellement, est-ce que c'est parce que je me suis engueulée avec mon patron, est-ce que c'était parce que j'étais triste, j'étais parfois contente, parce que parfois aussi quand j'étais contente, je voulais maximiser le plaisir, tiens, je sais pas, je passe une super bonne soirée avec une amie à moi, je maximise le plaisir en commandant des trucs à manger, en faisant des desserts et tout. Donc il y a ce truc de maximiser aussi même quand ça va bien. Donc c'était un accélérateur de trucs positifs. Mais du coup, une fois que la grosse conscientisation a été faite, plus ou moins dans le même temps et après coup, ça a été de prendre des moments isolés, de dire ok, là pourquoi je mange, il s'est passé quoi. Très vite, les situations du genre je sais pas moi, je me suis disputée avec le patron ou quoi que ce soit, des petites situations du quotidien étaient très vite, une fois que j'ai conscientisé, réglées. Ok, oui, là je suis énervée donc je vais pas manger, voilà. Et ensuite est resté à travailler les moments clés qui sont ancrés depuis des années chez moi. Après, je sais qu'on est tous différents et chacun a ses moments où là, c'est le plus dur. Et je sais que moi, souvent, le plus dur, c'est en fin de journée, le soir. Parfois, ça va être en rentrant de boulot à 18h pour certaines personnes. Moi, c'est plus le repas du soir qui est pour moi la dernière occasion de ma journée de pouvoir être bien et de pouvoir être contente. Et là, je me rends compte, mais pourquoi c'est le seul moment où je suis joyeuse. Ma journée, elle dure 24 heures moins la nuit, enfin elle dure plusieurs heures. Pourquoi je me focus là-dessus? Et c'est donc comme ça que je me rends compte en fait que ce qui pose problème, c'est pas le soir, mais c'est la journée. Et c'est en ça que du coup je me rends compte que le problème c'est mon travail, qui ne me plaît pas du tout et qui me prend de l'énergie, qui me bouffe, qui est très loin de toutes mes valeurs, tout ce que je veux faire. Donc là que je me rends compte qu'effectivement je comprends pourquoi le soir je voulais compenser, vu que la journée c'était quelque chose qui me convenait pas du tout. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est le domaine de mon coaching, je sais à quel point ça peut être difficile quand on a une vie pro qui nous convient pas. Et moi ça s'est montré sur la nourriture, parce que le problème c'est jamais la nourriture en soi. Encore une fois, je savais qu'il fallait manger des haricots verts, tout ça je savais, mais du coup je me rends compte que le problème c'est le boulot, et c'est là que je m'attaque au travail. Donc déjà, en me rendant compte que mon boulot ne me plaisait pas, en changeant mon travail et en trouvant un boulot qui m'a fait plaisir, d'où le coaching, voilà, aider les gens, les dev perso et tout, déjà ça allait 1000 fois mieux, parce que j'ai enlevé, je pense, plein de tampons et tout ça. Mais il n'empêche que parfois, encore aujourd'hui, quand je sais pas, j'ai envie de tamponner, ou quand je suis tentée par un truc de nourriture, quand c'est émotionnel, voilà, ça va être encore au niveau du soir. C'est peut-être aussi lié je sais qu'il y a des personnes qui peuvent pas s'empêcher le matin à 10h au bureau de prendre les croissants sur la table par exemple salle de réunion. Moi c'est jamais la question, il n'y a aucun problème. Peut-être que je déplace aussi et je tiens, ça peut être inconsciemment, je tiens, et je tenais d'ailleurs à l'époque, qui faisait que ok, tiens, le soir tu peux y aller. Mais mon plus gros trigger, moi, c'était vraiment le soir. Et parfois encore aujourd'hui, quand j'ai des trucs émotionnels, c'est plus le soir, en effet. Ouais, c'est cette période-là, ce moment-là de la journée, en fait. Ouais, du coup, donc si on reprend le processus, il y a eu cette observation, cette conscientisation. Après, ce travail un peu ce qui me venait, c'était un peu le travail de fourmi, tu sais, d'aller décortiquer
trouver des moments que tu pouvais identifier, du coup. Et puis, après, t'attaquer, entre guillemets, vraiment au truc très... tu sais, ça, c'est un peu, moi, ce à quoi ça me faisait penser, c'était toutes ces habitudes, ces trucs qui sont tellement ancrés dans notre fonctionnement quotidien. C'est comme, tu sais, le café-clope ou pour les fumeurs, mais un truc qui est tellement dans l'habitude que c'est comme le dernier bastion à abattre, quoi. Enfin, mes mots sont peut-être pas bien choisis, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Le truc le plus ancré. Et ce que tu dis, c'est que finalement, encore aujourd'hui, quand émotionnellement c'est plus compliqué, et c'est la vie aussi, il y a forcément, nous vivons des moments plus compliqués émotionnellement, ça peut être à ce moment-là que la nourriture va devenir quelque chose d'utile finalement pour traverser ces moments-là, c'est ça ? C'est ça. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a aidé déjà à comme désenclencher la grosse habitude, là, tu disais le dernier bastion à battre, mais c'est ça, pour me rendre compte, enfin pour le désarçonner, on va dire, ça a été de me prouver qu'il y avait des soirs où je pouvais manger des choses qui a priori n'étaient pas super grasses, super sucrées et potentiellement des légumes vapeur. Et en fait, ça allait très très bien, il se passait rien du tout. Et notamment maintenant et plus tard, à ce moment-là en 2017 d'ailleurs, j'habitais avec mon chéri dans notre appartement et tout. Et je me dis, mais en fait, si on mange des légumes et des légumes vapeur, à l'époque, je me disais, mais ça va reformer l'ambiance froide et un peu comme mes parents à l'époque. Enfin, je me suis dit, mais on va recréer la même histoire et on va se séparer, on va plus s'aimer. J'avais vraiment fait un lien avec ça. Et du coup, ce qui m'a dit, c'est de lui en parler aussi, de lui dire, mais est-ce que toi, quand on mange des légumes le soir, est-ce que tu sens que l'ambiance est triste ? Il me dit, mais pas du tout, enfin rien à voir. Et il me dit, quoi ? Qu'est-ce que tu me dis ? Et je me suis dit, ah ouais, d'accord, c'est vraiment dans ma tête. Moi, j'étais vraiment persuadée que tout le monde sentait que c'était un soir nul. Pas du tout, c'est complètement décorrélé. Peut-être qu'il va y avoir un super film à la télé et on va pas forcément faire de lien avec ça. Peut-être qu'après le repas, on va avoir une super conversation où il vient sur la table un sujet super intéressant, on parle pendant des heures, ce qui est vrai. Donc, il m'a aidé, à désarçonner aussi la situation, c'est de me rendre compte qu'il y avait des soirs où il n'y avait pas nourriture, orgie ou des trucs super forts en dopamine. Et en fait, ça se passait très bien et on s'aimait toujours aussi fort et ça n'a pas du tout entaché les autres domaines et tu vois, l'ambiance de la soirée ou quoi que ce soit. Vraiment, vraiment pas. Ah ouais, c'est incroyable comment ça s'était collé dans ce souvenir-là, en fait. Légumes bouillis ou légumes vapeur et froideur, quoi. Je reste avec ça. Et ton copain qui dit, non, en fait, regarde, ça n'a rien à voir, quoi. En fait, mais c'était... c'est ça, c'était complètement collé, quoi, ça, pour toi. Et du coup, de réaliser que non, en fait, ça n'a strictement rien à voir. Et puis de l'expérimenter, c'est ça que tu dis aussi. Voilà. L'expérimenter, le vivre. C'est pas juste dans ta tête, c'est que tu l'as vécu pleinement, en fait, dans la situation même. Et non, en fait, on est bien là, ça se passe bien, on va pas se séparer à cause des haricots verts. Enfin, un truc, tu vois, si on résume. Alors, ça nous fait sourire là, mais je suis avec la force, en fait, de l'ancrage de ce souvenir-là, du coup. Ah ouais, c'est hyper Et du coup, fort. ça me prouvait que dans ces situations, en fait, du coup, je me rendais compte que la nourriture avait pas du tout une place de faire changer une ambiance d'une soirée et tout ça. Je me dis, mais c'est accessoire. C'est comme, je sais pas moi, si je peux retrouver une idée, mais c'est comme là, j'ai des chaussettes noires ou des chaussettes rouges. C'est ok, enfin c'est une info en plus, c'est complètement c'est pas le truc central de la soirée. Des fois même j'utilisais cette expression quand je coachais sur la nourriture, mais des fois quand on rentre dans une pièce et que le premier truc qu'on voit c'est le buffet, la nourriture, oh mon dieu, c'est qu'en effet peut-être il y a comme une attraction ou un truc à régler entre guillemets de ce côté-là. Quand on rentre dans une pièce, d'une salle de réunion, on se dit pas oh mon dieu, il y a une chaise, c'est génial, il faut que je m'assoie, ça va être dur de résister, de pas s'asseoir. On est complètement neutre face à la chaise, voilà, on est d'accord. Mais le parallèle avec ah mon dieu, il y a un cookie sur la table, ou ah tiens, salle de réunion, il y a des croissants et tout ça, mon dieu, ça on connaît, mais ah mon dieu, faut que je m'assoie, voilà. Donc le but c'est de le neutraliser autant que c'est une chaise ou c'est une table, bon ok, il y en a plein et des fois il y en a pas, on reste debout, c'est un peu chiant, mais c'est tout quoi. Et c'est comme ça, en me prouvant, je crée comme un autre chemin neuronal dans ma tête, c'est vraiment ça, où je me prouve que il y a des soirs où ça se passe bien, c'est super, et la nourriture est, on s'en fout, que ce soit des haricots verts, des légumes, ça n'a aucun pouvoir sur je me sens bien, il se sent bien, mon chéri se sent bien, l'ambiance et notre relation et comment je me sens dans ma vie, vraiment aucun. C'est ça. Ouais, c'est vraiment intéressant le terme que tu emploies du pouvoir. Et finalement, comme si nous allions prêter un pouvoir spécifique à un type d'aliment ou à un plat ou à un buffet ou à un croissant, enfin un cookie, etc. Alors que finalement, c'est pas un objet. Il y a quand même une attirance différente avec une chaise, mais a priori, voilà.
Ça reste un objet dans la pièce, voilà, même si effectivement neurologiquement machin truc. Alors pareil, ce qui peut être aidé, moi ça m'avait un petit peu aidé, surtout le fait de décorréler de comment je me sentais, mais de me dire en fait on va plus loin. Alors ce croissant c'est quoi? Alors il y a du beurre, il y a du croissant, non croissant il y a pas de chocolat. Il y a du beurre, il y a de la farine, il y a du sucre. Ok, donc tout ça c'est ça, et c'est rien d'autre que ça. Ok, mais c'est vrai que moi mon souvenir, et dès que j'en mange ça me fait un truc, je le ressens. Et oui, parce qu'en fait, tout simplement, du coup, c'était vraiment de décortiquer comme un scientifique qu'est-ce qui se passe. C'est normal que ça te fasse cette sensation et que tu le vois un peu plus dans la pièce et tout, parce que en tant qu'être humain, tout ce qui va te donner qui est très riche en sucre notamment, ça va être bon pour la survie, parce qu'on a encore le cerveau un peu reptilien de homme de Cro-Magnon qui n'avait rien à manger, donc il fallait qu'on soit attiré par les trucs qui énergétiquement nous tenaient fort, voilà. Donc c'est pour ça que quand t'en manges particulièrement plus qu'un haricot vert, tu vas avoir envie d'y retourner et ça te fait une sensation forte. En fait, c'est juste ça. Et ça m'a beaucoup aidé à me détacher, à me dire c'est que ça, c'est d'accord, donc je redescends à sa juste valeur. C'est pas on parlait de pouvoir, mais c'est pas un pouvoir incontrôlable, c'est ça. Ça revient mettre les aliments à une place juste en fait de ce que ça peut nous apporter, et même dans la notion de plaisir d'ailleurs, de remettre, alors j'imagine que tu as travaillé aussi là-dessus puisque tu avais deux grandes catégories d'aliments. Le plaisir, le pas plaisir, voire le déplaisir du coup. Donc j'imagine que tu as travaillé aussi sur cette notion de plaisir du coup. Ouais, et c'est vrai que moi dans ma journée, j'en parlais tout à l'heure, le fait que le problème c'était la journée et pas le soir, c'était qu'en fait quand je voulais surtout pas entendre parler de régime et tout, parce que je me disais mais comme c'est ma journée qui me pose problème et le soir là j'ai du plaisir, la nourriture en fait ça représentait à l'époque 80% de mon plaisir dans ma vie en fait. C'est ça. Ce qui me faisait plaisir, j'avais mon chéri, la nourriture, j'avais mon chat aussi, un peu ma famille, mais tout ça global, c'est 80% de la nourriture, c'était voilà la place qu'elle prenait, et le 20% restant c'était tout le reste, parce que c'était vraiment j'avais pas un hobby, j'avais pas un travail qui me passionnait avec des super collègues ou avec des amis, enfin j'avais vraiment tout ce qui est le plaisir qu'on a besoin de ressentir au quotidien. Il était 100% quasiment rempli par la nourriture, ce qui faisait que on me disait enlève la nourriture et tu minciras, mais je me disais mais du coup je meurs en fait. Enfin, si j'ai plus aucun plaisir, aucun flow, rien qui me rend heureuse et tout ça, ça sert à quoi? Enfin vraiment c'était super triste, et du coup c'est justement en décorrélant le fait qu'en fait on peut avoir du plaisir par ailleurs et la nourriture ne va pas agir sur ton couple et comment tu es heureuse et tout ça, et en t'apportant du plaisir par ailleurs, en fait un boulot c'est pas censé être, ce que je dis souvent à mes coachés aussi parce que c'est mon domaine, mais c'est pas censé être dur, c'est pas, enfin oui, c'est dans l'inconscient collectif, j'ai hâte d'être en vacances et tout ça, c'est un truc qu'on entend souvent, oui on est vendredi, yes et tout ça, mais il y a des niveaux quand ça fait souffrir, quand on rentre vidé de son énergie, on a besoin de s'asphyxier avec de la nourriture ou des écrans, regarder des séries et s'endormir et pas pouvoir être 2 secondes le cerveau qui amène les problèmes, parce que c'est vrai que quand tout s'asphyxie, on a un tampon émotionnel, nourriture ou autre, souvent on a tendance à pas vouloir l'arrêter, parce que quand on l'arrête, tout revient. Le cerveau qui dit ok là en fait il y a un gros problème, Claudia faut que tu te réveilles, ton boulot ça va pas, etc. Et donc on veut l'anesthésier. Ouais. Du coup tu as fait ce travail-là de remettre le plaisir de l'alimentation à sa juste place, comme tu le disais avant, en modifiant ce qui se passait au niveau de ton travail. Ouais. C'est ça. Et au niveau de mon travail, ça a été déjà de faire la paix avec mon travail en soi et de pas forcément l'utiliser comme étant mon bourreau. C'était non, en fait, le travail est très bien. J'ai des collègues qui sont très heureuses et tout ça, mais c'est pas le travail qui pose problème, c'est moi qui suis pas juste à ma place. C'est un très bon travail tout ça. Et de trouver effectivement par le travail, entre autres choses, parce que comme je dis, ça règle pas tous les problèmes, et aujourd'hui parfois, et encore par après, j'ai pu être tentée encore, et j'ai pu ressentir des émotions qui m'ont donné envie d'utiliser la nourriture, mais ça a été de trouver un travail qui correspond à mes valeurs. Une de mes valeurs très fortes, c'est l'indépendance, et un des moyens de l'atteindre, pour moi, ça a été l'être entrepreneur et d'être indépendante. Et avant, j'étais salariée avec des horaires précis et tout ça, et c'était vraiment impossible, enfin je comprenais pas qu'est-ce qui m'arrivait tout ça, et avec le recul c'est évident effectivement pour moi maintenant, mais de m'aligner avec mes valeurs, mon travail et tout ça, et même par ailleurs découvrir qu'on pouvait avoir pareil. Alors du coup le sport est venu sans vraiment faire exprès, mais du coup j'avais bien compris que le sport ça allait pouvoir être un allié aussi dans me reconnecter avec mon corps en termes de ressenti physique, parce que sport on ressent, voilà, parce qu'on doit faire des mouvements, ressentir si on les fait bien, et moi qui ai fait de la danse pendant des années avant le bac et tout ça, je m'en rappelais. Du coup je me dis le sport ça va m'aider tout ça, et après je découvre un sport qui vraiment me passionne, c'est le crossfit, qui fait que du coup en allant au sport c'est un vrai kiff, on a un groupe de personnes, on
s'entend super bien. Enfin bref, il se passe un truc de fou. Et je me rends compte qu'en fait, et après la nourriture, elle est accessoire, elle passe après. Je me dis, ah mais c'est possible en fait. Et c'est comme ça. Et après, dans un deuxième temps, il y a quand même le travail sur l'identité. Et du coup, alors le sport, ça m'a permis d'avoir plein de plaisir par ailleurs. Effectivement, ça a une action aussi sur régulation de la faim, satiété, tout ça. Donc je me sentais de plus en plus connectée, c'était top. Et il y a une partie aussi identitaire qui est que je veux plus être la meuf en surpoids, je veux plus être la meuf qui perd du poids et qui fait toujours attention à sa nourriture. Donc je me suis inspirée de certains sportifs qui, avec moi, avaient l'identité de sportif jusqu'au bout. Ok, ben je mange des trucs bons pour mes performances, parce que du coup on veut toujours maximiser ses performances, etc. Donc ça m'intéressait beaucoup. Et naturellement, ça me fait vraiment kiffer. Et je commence à faire ça. Et donc effectivement, j'ai une alimentation super saine. Problème entre guillemets, c'est que mon identité, maintenant du coup je bosse sur la deuxième partie, elle était très axée sportif, mais aussi beaucoup inspirée chez des hommes. C'est-à-dire que je me comparais à des garçons qui faisaient du sport avec moi, qui mangeaient comme ci, comme ci, comme ça, et je mangeais autant qu'eux. C'est-à-dire même dans un souci d'équité avec mon chéri, etc. À la maison, on se partageait le maximum de choses, et on se partageait quasiment tout. Et pareil pour la nourriture, quand je faisais un plat, j'avais pas, tu vois, en cuisine, dans les casseroles, on met dans le plat de service et chacun son plat. Il y avait pas de plat de service. Moi, je dispatchais en deux ce qu'il y avait dans la casserole, et chacun son côté, à part égale, à peu près. Mais le problème, c'est que mon chéri, il fait 1m90, 90 kilos. Moi, non. Je fais 1m68. Donc, j'ai pas les mêmes besoins que quelqu'un qui fait 1m90. Et effectivement, si j'arrête le sport un petit peu, si j'arrêtais le sport, ben, ça me faisait je mangeais pas du tout suffisamment, voilà. Donc, il y a encore eu un travail d'identité et aussi de connexion au corps quand même. Parce que je mangeais super sain, ça y avait pas de problème. Mais trop, des quantités qui étaient plus... Donc c'est vrai que le sport et l'identité sportive m'a aidé pour la partie qu'est-ce que je mets dans mon assiette et c'est possible et tout et c'est joyeux, mais non, mais en fait en tant que femme et avec mon poids, ma taille, j'ai pas besoin de manger autant, donc il faut que je travaille sur manger pas beaucoup. Et là alors une autre couche de croyance débarque. Oui, mais manger pas beaucoup, c'est être faible. Après, donc, à faire un petit poids, il y a certains chiffres aussi qui me trigger, comme tout le monde, j'imagine. Ça me rappelle des moments où j'étais malade, où j'étais triste. Donc, la dernière fois que j'ai fait ce poids, je m'étais fait opérer dans ta geste, j'étais malade, je pouvais rien manger, ok. La dernière fois que j'ai fait ce poids, j'étais avec mon ex, il m'a largué, j'étais super triste, ok. Je mangeais rien, je faisais que fumer à l'époque, donc super génial comme exemple. Et du coup, c'est trucs comme ça. Là, on va se confronter à des pensées comme ça. Et encore une fois, comme pour la nourriture, le travail, c'est de décorréler, dire, ah non, mais ok. Ce chiffre sur la balance n'a aucun lien avec comment tu te sens aujourd'hui. C'est juste des infos techniques, métriques, comme tu fais du 39 de chaussures. Ben là, c'est ton poids ou ta taille, c'est des informations. Mais c'est pas, je fais tel poids égal, mais là, en fait, je suis malade ou je suis très très triste. Donc, une fois, que le travail a été fait sur, tu vois, l'identité sportive, je mangeais bien, ok, mais je mangeais trop. Et en fait, maintenant, quand je me sers, je me dis, alors, en fait, c'est pas une question d'égalité des sexes et tout, c'est que mon chéri, il a besoin, en termes de quantité de nourriture, de plus, il est grand, en fait. En hauteur, il faut remplir tout ce qu'il faut, il faut le remplir jusqu'au bout. Donc, il a besoin de tout ça. Et moi, j'ai pas du tout besoin de tout ça. Moi, je suis plus petite en taille. Donc j'ai besoin je vais écouter ma faim, ma satiété en fait. Je me sers et je verrai bien où ça m'amène. Et effectivement, il mange plus que moi et je mange moins que lui. Et c'est tout à fait normal et logique. Et il n'y a pas faut séparer en deux parce que chacun a la même, tu vois ce que je veux dire, a la même quantité de trucs. C'était ça voilà. Ouais, l'équité. C'était vraiment ouais, jusqu'au bout, ça a plus de sens, mais c'est ça. Oui. Et du coup, combien de temps ça t'a pris tout ça? Donc tu nous parlais de 2017, la prise de conscience qu'il y a quelque chose qui te convenait plus, en fait, que c'était plus toi. Aujourd'hui, on est en 2021. Où est-ce que tu dirais que tu en es aujourd'hui et combien de temps ça a pris tout ça? Alors du coup, en 2017, les premières semaines, ça a pris plusieurs semaines je parlais de la conscientisation. Ça a pris plusieurs semaines. La partie boulot, elle arrivait pas très longtemps après, finalement, assez vite. C'est-à-dire que déjà, 2017, un an après, un peu plus d'un an, un an et demi après, je change de boulot, je me rends compte que le boulot, c'est une partie du problème et tout ça, donc je commence à faire un boulot qui me plaît et qui fait partie de ce qui me drive, qui donne du sens à ma vie vraiment, et c'est pas, je vis, et donc, il faut que je gagne ma vie, donc je vais au boulot, voilà, c'était vraiment, ça va être une partie de plaisir, ça va être agréable de faire ce que j'ai à faire aujourd'hui, donc là, c'était 2018, donc un peu plus d'un an après, un an et demi. Et ensuite, alors c'était 2018, à peu près, je sais pas moi, 6 mois après, donc on va dire 2 ans après que j'ai découvert la première fois que je me regarde dans le miroir, je commence j'ai cette identité sportive, ça y est, donc sportive et tout, ça nickel, c'était courant 2019. Et quelques mois après, donc fin 2019 je dirais,
début 2020, je me rends compte que l'identité, cette histoire de nourriture, cette histoire de quantité, etc., qui a encore à bosser, ce qui fait que là, je bosse toujours encore aujourd'hui. Alors, est-ce que je suis sur la fin? Je saurais pas dire, parce qu'on sait pas tant qu'on n'a pas de recul dessus. Mais là, aujourd'hui, du coup, maintenant, j'arrive à me dire, je mange un peu, pareil, à tout ce qui est mangé un petit peu comme un petit moineau. Ça me faisait référence à des personnes qui mangeaient très peu, qui étaient très frêles, toutes... je sais pas, moi, j'avais plein de pensées autour des personnes qui étaient vraiment toutes minces comme ça, et qui, du coup, étaient pas fortes, même dans la vie. Je me dégomme ces pensées qu'en fait, il faut être épaisse en corps et dans ce qu'on mange pour tenir dans la vie et pour être forte dans tous les sens du terme. Et moi, là, je me rends compte qu'en fait, on peut manger un petit peu, juste qu'on a besoin en fait, et même un petit peu. D'ailleurs, je me force mais je m'encourage à voir mes plats en me disant, il y a pas beaucoup à manger. Et c'est ok, parce que du coup, si je me dis non, c'est neutre et tout ça, j'ai toujours la croyance que manger pas beaucoup, c'est pas bien. Donc je me dis non, mais là, je mange pas beaucoup, et tu vas voir, ça va être très bien aussi, tu vois. Tu vas pas être moins forte. C'est ça. Mais la grosse différence avec au moment où je te disais, j'étais au lycée, et je me disais, vous perdre quelques kilos et tout ça, c'était que là, aujourd'hui, je le fais, mais parce que je m'aime, quoi. Et je disais au début, je me touchais pas et tout, mais là, aujourd'hui, dès que, je sais pas, moi, je suis en train de travailler et d'un coup, ça me gratte, je prends le temps pour me dire, là, tu vois, tu te grattes, tu touches et caresse ton corps. Vraiment, il y a une notion d'amour de mon corps et amour de même moi dans mon esprit, et beaucoup plus de gratitude au quotidien, et je le fais parce que je m'aime et pas pour me punir ou pas. Voilà, je pense que c'est ça le gros switch qui fait que ça marche vraiment et que c'est définitif. Parce que c'est ce que j'acquiers là, je peux pas l'oublier, je peux pas le perdre. C'est vraiment, tu vois, cette notion de je le fais parce que je m'aime, je le fais parce que c'est bon pour mon corps et tout ça. Et je ressens l'amour de moi puissance 8000, quoi, via la relation à la nourriture, tu vois. Ah ouais, et ça n'a rien à voir effectivement avec cet état d'esprit de quand t'étais au lycée, quoi. Hein. Effectivement. Ouais. Et ce que je trouve important, tu vois, et tu nous le rappelles aussi ici, c'est que c'est vraiment un processus qui prend du temps et qui s'implémente dans le temps, en fait, et qu'on est loin de ces méthodes miracles où tu vas perdre, je sais pas, 5 kilos avant l'été, où tu vas tout d'un coup guérir de l'hyperphagie en 3 mois. Enfin, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Hein, tous ces objets brillants qui nous entourent en permanence, surtout au printemps, j'ai envie de dire, on le sait bien, hein, que c'est pas des solutions à long terme, et tout ce travail que tu as fait, et tu le rappelais là, c'est vraiment pour le long terme, c'est vraiment pour toujours, en fait, et qu'il y a des retours en arrière qui ne sont pas possibles. Et puis, il y avoir des régressions à certains moments. Et c'est vraiment comme ça un processus qui avance dans le temps et avec des étapes où on ne peut plus retourner en arrière. C'est ça. Et c'est d'ailleurs comme ça que je dirais que... Alors, je vais dire vous, parce que je pense que si vous nous écoutez, vous reconnaissez un peu dans ce que je veux dire là, mais c'est comme ça que je me rends compte et que je vérifie si ça marche. Dans le sens où je vois que c'est long et je vois que c'est pas... En fait, je pense que je ne veux pas je sais pas, une bêtise, si vous avez 10 kilos à perdre, j'ai une connerie, ou 5 ou 3, on s'en fout. Je pense pas que vous vouliez juste perdre ces 10 kilos. En fait, c'est surtout la relation à la nourriture et le changement de vie et le avant-après qui va changer. Parce que si effectivement vous voulez perdre, je sais pas, 5 ou 10 kilos, on va dire 5 kilos, c'est bon, en fait. On sait le faire avec les méthodes de régime un peu nulles qui font que, oui, souvent le chiffre baisse, mais après il reprend plus belle. Mais on mange plus du tout, le chiffre va baisser, c'est pas top, hein. Mais si le but c'est uniquement de voir ce chiffre baisser, c'est ça. Si on veut juste voir ce chiffre baisser, en fait on peut le faire. C'est pour ça que et je parle là pour le coup je parle de moi. Je ne veux pas faire ça. Enfin, il faut vraiment que je le fasse. Je me bloque, je me mets. C'est bon, le chiffre il va baisser. En fait, ce que je veux, c'est que naturellement, j'arrive à ce chiffre sans que ce soit un calcul et que ce soit totalement naturel, que ce soit 100% moi. Donc, c'est en ça que, comme tu dis, c'est comme ça que je vérifie que ça marche. C'est le fait que ça prenne du temps, on va dire. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que pour Castillo, celle qui m'a formée, qui m'a certifiée, elle dit souvent, si elle devait trouver... alors, c'est pas très marketing, donc elle a pas appelé le programme comme ça, mais à l'époque où elle coachait aussi sur la nourriture, elle disait qu'elle aurait pu appeler son programme la plus longue façon de perdre du poids. Pas très vendeur, pour le coup. Mais parce que c'est comme ça qu'on détermine que ça marche. Et oui, mais justement, en fait, tu perds du poids pour la dernière fois de ta vie, donc c'est pas en un coup, parce que si vous perdez en un coup, tu sais le faire, mais c'est pas du tout le but. Donc là, tu le perds pour de bon, et en allant chercher les petites cases qui bloquent, qui font que ça marche pas, une par une, les dégommer à 100%, l'habitude elle est 100% prise, ça prend des mois, ok, à la suivante. Et comme ça c'est définitif en fait, tu vois. Comme ça je le vois. Ouais. On arrive au bout de cet entretien, Claudia. Est-ce que tu aurais une phrase de conclusion, tu vois, ou un truc que tu retiendrais là, ou que tu aurais envie de transmettre avant qu'on se quitte? Ouais, il y a quelque chose qui me vient, j'en parlais tout à l'heure, je dirais aimez-vous.
Et aimez-vous, aimez votre corps et aimez même tout ce brouhaha autour de la nourriture, parce que c'est en l'aimant et en vous aimant et en aimant cette partie de vous qu'elle va un peu vous laisser tranquille, alors que si vous luttez contre ça, ça ne fait que le renforcer. Cette partie de vous ne sera pas comprise en fait. Donc aimez-vous, aimez votre corps et aimez cette partie qui est un peu obsessionnelle sur la nourriture. Aimez-vous, aimez-la, comprenez-la, acceptez-la. La lutte, vous l'avez essayé, c'est bon, là vous écoutez le podcast, c'est que vous avez trop essayé, vous avez besoin d'autres choses, et c'est pour ça que du coup j'encourage à tenter la méthode de l'approche du bienveillance. Je le fais parce que je m'aime, je le fais pour moi et dans cet esprit-là, ouais. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que le témoignage de Claudia trouvera écho en vous. Transmettre son expérience est important pour elle et c'est entre autres pour cela qu'elle a à cœur aujourd'hui d'accompagner des femmes à trouver un travail qui a du sens et nourrit leurs valeurs. Si vous aussi vous souhaitez venir témoigner dans un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir, n'hésitez pas à m'envoyer un message via Instagram ou via le formulaire de contact de mon site internet. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode. Je vous y note également le lien vers le compte Instagram de Claudia si vous souhaitez la contacter. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un avis, une note 5 étoiles selon la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça encourage vraiment beaucoup mon travail. À bientôt pour un nouvel épisode de la pleine conscience du pouvoir.